c'est l'heure Philippe de l'infomédia du jour. Il y a 30 ans, c'était une insignifiante petite PME chinoise. Aujourd'hui, elle fait peur à la CIA. Huawei est le deuxième constructeur mondial de smartphones, derrière Samsung, mais déjà devant Apple. Huawei s'est imposé, même si le leader chinois à la téléphonie n'est pas encore le bienvenu aux États-Unis. Donald Trump accuse l'entreprise d'espionnage industriel. Huawei est également banni des marchés australiens, néo-zélandais et japonais. Le géant chinois inquiète, pas seulement parce qu'il fabrique des téléphones capables de nous espionner, mais également parce qu'il a plusieurs coups d'avance sur la 5G. Vous le savez, la 5G, c'est la 5e génération de téléphonie mobile qui promet des appareils plus puissants, plus rapides, mais également un réseau très facilement piratable pour peu qu'on en soit soi-même le constructeur, ce qui est le cas de Huawei. Qui a peur de Huawei? C'est le titre du documentaire diffusé ce soir à 21h sur France 5. Avec nous, son réalisateur et journaliste Romain Besnénou. Bonjour Romain. Bonjour. Pourquoi avoir choisi de vous intéresser à Huawei? C'est votre marque de téléphone? Non, même pas. Ouais. C'est parce que Huawei, c'est le deuxième constructeur de téléphone dans le monde. Ils ont dépassé Apple l'année dernière, c'est une première. C'est un groupe chinois qui a monté de façon fulgurante ces dernières années, qui représente aussi la course que se livrent les États-Unis et la Chine en matière de haute technologie et même en matière de finalement de commerce et d'économie plus généralement. Et c'est le porte-étendard de la Chine en matière de nouvelles technologies. 230 millions de smartphones vendus en 2019. En Chine, la marque vient d'annoncer qu'elle a vendu 200 000 exemplaires de son dernier en seulement 2 mois de commercialisation. Et c'est un smartphone pliable, pour le moment commercialisé uniquement en Chine. Est-ce que Huawei est en train de dépasser tous les autres? Parce que le pliable, nous, on ne connaît pas ça ici. Non, on ne connaît pas ça. Je ne sais pas s'il est en train de dépasser tous les autres. C'est un téléphone qui coûte très cher pour l'instant. Huawei a commencé avec des produits à bas coût, de moins bonne qualité que ses concurrents. Aujourd'hui, il se positionne sur un marché de très haute qualité, de prix très élevés. Il y a d'autres marques qui se lancent dans les téléphones pliables. Voilà, pour l'instant, Huawei... Apple, qui était le fer de lance de l'innovation, ils ne l'ont pas. Donc déjà, c'est un signe. En général, les Chinois et les Coréens copient Apple et maintenant, ils sont devant Apple. De toute façon, Huawei, ils ont commencé, c'est ce qu'on dit beaucoup, comme beaucoup d'entreprises chinoises, par s'inspirer des technologies étrangères, notamment des technologies européennes et américaines. Clairement, aujourd'hui, ils ont dépassé les concurrents américains, voire coréens comme Samsung, et ils investissent tellement dans la recherche et développement. La moitié des salariés de Huawei, sur les 180 000 salariés qu'ils ont, la moitié travaillent en recherche et développement. Donc clairement, ils ont dépassé leurs concurrents et c'est l'entreprise qui dépose le plus de brevets dans le monde. Pour qu'on voit à quel point Huawei a de l'avance sur ses concurrents, en matière de 5G, l'entreprise, on dit qu'elle aurait 2 ans d'avance technologique. Ça n'a rien d'anecdotique. Écoutez Alain Juillet, vous l'avez fait parler, c'est l'ancien directeur de la DGSE. Il explique cela dans votre documentaire. Entre la 4G et la 5G, il y a autant de différences qu'entre une 2 chevaux et une Ferrari. La 4G, c'est le développement de la 2G, de la 3G. Bon, on l'a amélioré chaque fois. C'est une amélioration, si vous voulez. Alors que la 5G, c'est une véritable rupture. Ce sont de nouvelles technologies. Et les Américains ont travaillé sur le développement 2, 3, 4G. Ils ne se sont pas méfiés, indiscutablement, ils ne se sont pas méfiés. Et ils n'ont pas vu que les Chinois qui avaient compris qu'ils avaient perdu la bataille de la 2, 3 et 4G, ont tout de suite, dit... On investit sur la 5G et on prend de l'avance. C'est vraiment ça? On va vraiment passer d'une 2 chevaux à une Ferrari? C'est vraiment ça. Et Alain Juillet, là, il résume complètement la problématique qui se pose avec Huawei et les États-Unis. C'est-à-dire que la 2G, c'était l'apparition des SMS. La 3G, c'était les photos, la navigation sur Internet depuis nos téléphones et l'envoi de MMS. Voilà. La 4G, c'est la vidéo sur nos téléphones en HD. C'est ce qu'on connaît tous depuis des années. Et la 5G, c'est l'amélioration de tout ça. Mais en plus, ça va connecter tous les objets de notre quotidien entre eux. C'est-à-dire les voitures autonomes, les robots, nos montres, les lunettes, évidemment les téléphones, mais les feux de circulation, le chauffage électrique de chez nous, les volets roulants, tout va être connecté. Tout ira beaucoup plus vite. C'est 100 fois plus rapide. Et surtout, ça pourra connecter beaucoup plus d'objets en même temps. Alors vous l'avez dit Romain, c'est la société Huawei qui a déposé le plus de brevets au monde, 5405 en 2018, pour situer, c'est 2 fois plus que Mitsubishi ou Intel qui était à la première place auparavant. Et Huawei vous a ouvert les portes de ses labos, de ses entrepôts. Vous avez pu constater leur force de frappe, 80 000 personnes en recherche et développement, ce qui est juste énorme. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné pendant votre visite au cœur de Huawei?
Le plus impressionnant, c'est à Shenzhen, donc c'est dans le sud de la Chine. Le plus impressionnant, c'est tout simplement leur campus, ils appellent ça le campus, c'est un des sièges où il y a 12 bâtiments qui représentent 12 villes européennes. Donc ça, il y a un bâtiment qui représente Paris, il y a un bâtiment qui représente une ville en Allemagne, une ville en Italie, Bologne. en Pologne, il y a de tout. Et c'est des Non, je disais Bologne, mais peut-être aussi Pologne. Peut-être Bologne et Pologne. Il y a tous les pays, quasiment tous les pays européens. C'est énorme. Il y a 25 000 salariés. Ils l'ont construit il y a 2 ans en un temps record. Ça a coûté plus d'1,5 milliard de dollars. Et dedans, il y a 25 000 salariés qui bossent dans la recherche et le développement. Et c'est eux qui vont trouver les idées des nouveaux téléphones de demain. Et c'est hyper impressionnant. On a pu y aller. Il y a des petites forêts, il y a des petits lacs, il y a des petits ruisseaux. C'est gigantesque. Il y a des cantines avec des milliers de personnes à l'intérieur. C'est très impressionnant. Et c'est fait pour impressionner les visiteurs européens, américains, pour montrer que Huawei, maintenant, dépasse les concurrents américains et européens en matière de technologie, téléphone et communication. Alors, quelles conséquences? Quand on vous écoute, quand on entend le discours, qui est pas un discours d'ailleurs, que l'effet sur les objets connectés, on pense aux volets roulants, mais il n'y a pas que les volets roulants. Et c'est là où ça va devenir complètement crucial. On estime qu'en 2025, il pourrait y avoir 150 à 100 milliards, pas millions, milliards d'objets connectés et autant d'appareils qui pourraient être potentiellement attaqués. On va entendre un extrait de votre documentaire. C'est un expert américain en technologie qui parle, qui explique. La Chine pourrait envoyer un ordre disant « coupez tous les téléphones » ou « interrompez les conversations téléphoniques » ou bien « ralentissez tout le réseau ». S'ils ont accès au réseau, au bouton « off », imaginez qu'un jour il y ait une guerre entre les États-Unis et la Chine. Évidemment, c'est le scénario catastrophe, mais si Huawei est dans votre réseau, ils peuvent tout arrêter. Désactiver vos téléphones, stopper vos voitures, éteindre les centrales électriques, tout ce qui nous est essentiel. Comme dit James Andrew Lewis, si un jour il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine, on est très très mal. Alors c'est ça, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, mais il ne faut pas non plus être naïf. Et au milieu, il y a la méfiance. Et c'est tout le problème d'aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y a un conflit, oui, entre les États-Unis et la Chine, et que la Chine a mis en place le réseau 5G qui va donc mobiliser tous les objets de notre quotidien, les voitures, même dans le militaire, imaginons qu'il y a un conflit, il y a un risque, et ce que craignent les Américains et les Européens, c'est le shutdown. C'est-à-dire que la Chine puisse appuyer sur le bouton off, ou en tout cas menacer de le faire, en disant si ça continue, nous on coupe le réseau et donc vous n'avez plus les voitures, vous n'avez plus les hôpitaux avec la télémédecine et tout ça. Donc c'est ça le risque, ou en tout cas c'est ce que craignent les Américains. Et on a aussi interviewé Robert Strayer, qui est le secrétaire adjoint au secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères, qui dit toutes ces lignes de code supplémentaires, c'est des points de vulnérabilité, des points d'entrée pour nous. Un pays extérieur peut venir, et c'est ce qu'on dit souvent le cheval de Troie. Ouais. Et il nous dit, en Chine, une entreprise, quand il parle de Huawei, n'a pas la possibilité de refuser un ordre venu de l'État, contrairement aux pays occidentaux. Justement, on va y venir. Est-ce que Huawei avance masqué pour défendre les intérêts de la Chine? Ils jurent, leur grand Dieu, qu'évidemment, ils ne font pas d'espionnage, mais est-ce que c'est seulement une promesse pieuse? On en parle juste après ça. Qui a peur de Huawei? C'est le titre du documentaire diffusé ce soir sur France 5 à 20h50. On en parle dans l'infomédia du jour avec notre invité, le réalisateur de ce documentaire, Romain Besnénou. Romain Besnénou, Huawei affirme est une entreprise privée chinoise, mais qui n'a rien à voir avec le gouvernement chinois. Est-ce que vous la croyez, cette entreprise? C'est difficile à dire, et c'est tout le problème. En fait, Huawei est une entreprise privée, c'est vrai, qui est détenue à 2-3% par son fondateur, Ren Zhengfei, et à 97% par 80 000 de ses salariés. Et ça, c'est un cas unique en Chine. Donc voilà, eux ils disent on n'a en aucun cas une part de l'État qui détient l'entreprise. L'État n'a rien à voir dans l'entreprise. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que après on dit que le fondateur, toujours président, fait partie de l'armée chinoise. Il a fait partie de l'armée chinoise. C'est-à-dire qu'avant de créer Huawei, il était membre de l'armée de libération chinoise, de l'armée populaire chinoise, et il était ingénieur. Il a été licencié ou exclu de l'armée, comme tout son groupe d'1 million de militaires. Il est parti, il a créé Huawei. Ce que certains craignent et ce que certains disent, c'est que ce passé-là au sein de l'armée chinoise et au sein du Parti communiste, forcément aujourd'hui, font qu'il a toujours des liens avec l'État. Mais en fait, de toute façon, toutes les entreprises chinoises aujourd'hui, privées, ont des liens de toute façon avec l'État. Il y a un comité du Parti communiste dans toutes les entreprises privées chinoises. Il y a une loi qui est passée en 2017 sur le renseignement qui est importante, qui dit que tout citoyen ou toute entreprise chinoise est obligé de collaborer avec l'État et le renseignement chinois si le renseignement le demande. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas la même chose aux États-Unis avec le Patriot Act, bien par sûr, exemple? aux États-Unis, et on le dit aussi dans le documentaire, c'est dit,
il y a le Patriot Act aux États-Unis qui fait à peu près la même chose. Simplement, c'est pas pareil. Aux États-Unis, il y a quand même une justice qui est indépendante. Il y a des journalistes indépendants. Si vous avez un problème, que ce soit avec l'État, que ce soit avec une autorité quelconque, vous pouvez toujours porter un recours devant une cour de justice, il y a un procès, et ensuite on détermine si vous avez raison ou pas. En Chine, c'est moins le cas. Voilà. Donc c'est un peu le problème, mais c'est comme en fait l'espionnage aussi dans le documentaire. Il dit même mieux que ça dans votre documentaire. Il dit en Chine, si vous refusez, au meilleur des cas, vous êtes pendu en Mongolie. Oui, c'est ce que dit notre expert de la technologie aux États-Unis. Le reproche qui est le plus souvent fait à Huawei, c'est d'être en mesure d'espionner les gens. Et dans votre documentaire, on découvre cette histoire complètement dingue qui est racontée par Charles Clancy, c'est un ancien ingénieur américain de la NSA aux États-Unis. Donc. Il existe un précédent avec l'affaire de l'Union africaine. Le siège de l'Union africaine en Éthiopie est un cadeau offert par le gouvernement chinois. Tout le système de communication du bâtiment a été fourni par Huawei. Eh bien, un jour, il y a 5 ans, on s'est rendu compte que pendant des années, un flot important de données était transféré en Chine, et ce, toutes les nuits. Il s'agissait probablement d'enregistrements audio et vidéo de réunions privées ou de dossiers informatiques. Ça fait quand même froid dans le dos. Est-ce que ça veut dire que même à notre niveau comme ça personnel, si on a un Huawei, la Chine, c'est potentiellement tout de nous, comme si on a un Samsung et les Coréens savent ce qu'on fait, et si on a un Apple, les Américains savent ce qu'on fait? Oui, Alain Juillet aussi, de l'ancien directeur de la DGSE, nous disait en fait, on est écouté tout le temps. Mais ça, en fait, ça a jamais vraiment, ça va pas changer. On est écouté et il faut savoir, est-ce qu'on veut être écouté? Est-ce qu'on préfère être écouté par les Américains ou par les Chinois? Ah, vous dites carrément ça, vous en écoutez tout le temps. C'est ce que nous ont dit un peu les experts qu'on a interviewés pour le documentaire. C'est voilà, faut savoir qu'on est écouté. Il y a eu cette histoire aussi de la NSA avec Cisco qui avait écouté Merkel, Marine Merkel. Donc on sait qu'on est écouté. Aujourd'hui, si vous avez un téléphone Huawei, non. Enfin, le sujet aujourd'hui, la problématique, c'est moins au niveau individuel qu'au niveau plus global des États entre eux et des entreprises entre elles qu'au niveau de votre téléphone Huawei. Comment avez-vous obtenu que les responsables de Huawei acceptent de vous parler? Est-ce que c'était très difficile ou au contraire, est-ce que cela faisait partie de leur plan de communication que de parler à des journalistes occidentaux? Non, c'était très difficile. Ça a pris à peu près 6 mois de négociations avec eux, où on a fait des rendez-vous, on s'est appelé, on a beaucoup discuté. Et d'ailleurs, je crois, sans prétention, qu'on a été parmi les premiers à avoir accès au campus de Shenzhen pour le filmer, pour la télé. Donc après, je pense que oui, ça a fait partie aussi de l'ouverture qu'ils ont mise en place à ce moment-là aux médias occidentaux, de dire, parce que ça a intervenu au moment évidemment des sanctions américaines, de dire on va ouvrir nos portes, on va montrer un peu qui on est, on va montrer qu'il faut pas avoir peur de nous, on va montrer qu'on a un campus à l'européenne, qu'on fait des téléphones qui sont des bons téléphones, qu'on a des ingénieurs qui travaillent bien, et voilà. Donc c'est un mix des deux. On a un peu insisté pour pouvoir filmer avec eux et faire l'interview de la vice-présidente de Huawei. Et puis eux aussi, je pense, ils avaient aussi leur intérêt à ouvrir les portes à des journalistes occidentaux. Est-ce qu'ils vous ont mis des conditions? Vous étiez libre de vos questions? On était libre de nos questions, complètement. Demain, la Chine et les États-Unis, c'est l'actu, doivent signer un accord commercial qui est censé apaiser les tensions entre les deux géants. Ça ne concerne pas directement la 5G, mais le président Trump pourrait renoncer à imposer de nouveaux droits de douane à la Chine. Dans quelle mesure cela pourrait avoir également un impact sur les relations avec Huawei? Alors Huawei, ce qu'il faut aussi comprendre, au-delà, il y a évidemment toutes ces craintes d'espionnage, de shutdown, de cyberattaque. Bon, il y a ça. Il y a d'autre part le fait que Huawei sert de levier à Donald Trump pour ses négociations avec la Chine. Et Donald Trump, il fonctionne toujours comme ça. Ça veut dire que ce soit avec l'Iran, avec la Corée du Nord, avec les Français et avec les Russes, il se sert d'une négociation, et là c'est Huawei, il met la pression à fond sur la Chine avec Huawei pour obtenir un accord qui sera plus à son avantage. Ça va être le cas demain. C'est un deal maker, Trump, c'est la stratégie du fou, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas jusqu'où il va aller, et de cette incertitude-là, il espère sortir gagnant, et l'accord qui va être signé demain, on ne connaît pas les détails, on sait qu'il y aura une ligne sur les transferts de technologie en Chine. Voilà. Et c'est là où on se raccroche un peu à Huawei. Et alors, si vous avez l'impression, auditeur, auditrice, que c'est loin de nous Huawei, vous êtes également allé tourner à Valenciennes. À Valenciennes, la ville est équipée de caméras avec peut-être de la reconnaissance faciale. Et chose assez étonnante, vous avez pu parler aux dirigeants de Huawei, mais vous n'avez pu parler à personne de la mairie de Valenciennes, pourtant démocratiquement élue. Ouais, on a tourné à Valenciennes, on a fait plusieurs demandes sur
sur plusieurs mois d'interviews à la mairie de Valenciennes. On a même été à un conseil municipal où on n'a pas pu poser de questions et le maire a refusé, ou en tout cas a pas donné suite à toutes nos demandes d'interview, mais on a vu la Ligue des droits de l'homme qui s'inquiète là-bas de la présence de plus de 200 caméras Huawei installées il y a quelques années. Et on les voit bien. Et pourquoi Valenciennes? À cause ou grâce à Jean-Louis Borloo? Alors, on ne sait pas si c'est directement à cause ou grâce. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est le fief de Jean-Louis Borloo qui a été député maire de Valenciennes pendant des années. Et que Jean-Louis Borloo a aussi été membre du conseil d'administration, ou il est toujours membre du conseil d'administration de Huawei. De Huawei France. De Huawei France, bien sûr. Merci beaucoup Romain Besnénou. Vous réalisez le documentaire Qui a peur de Huawei? Ce soir, c'est à 20h50 sur France 5. Merci d'avoir été en ce moment, aujourd'hui, en direct sur Europe 1. Merci à vous.